Thomas Millian nous a quittés malheureusement le 22 mars. On pensait, comme on disait la dernière fois, quoi qu'il arrive, lui consacrer une émission un jour. Là, du coup, on avance un petit peu l'émission pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Et donc, ça se passe dans l'épisode 2 de Chill Thrills. Thomas Milian, un immense acteur du cinéma de genre italien depuis la fin des années 60 jusqu'aux années 70, fin 70, qui a marqué vraiment pratiquement tous les genres du cinéma italien. C'est un acteur en fait qui a été déjà qui est d'origine cubaine, qui s'appelle Thomas Quintin Rodriguez. Il jouait toujours le Mexicain. Exactement, oui, c'était le Mexicain de service, ouais. Il est né donc en 1933, le 3 mars 1933 à Cuba. Son père était un général de l'armée cubaine. Après le suicide de son père devant lui en plus, un truc brutal, parce que il avait souffert d'un coup d'état manqué et du coup il s'est suicidé. Et Thomas Milian est parti aux États-Unis, inspiré par James Dean. Il a voulu vraiment être formé à l'Actor Studio chez Lee Strasberg aux États-Unis. Il a une formation donc classique et vraiment une formation lourde, on va dire, ce qui explique aussi son énorme savoir-faire et son énorme talent aussi, parce que c'était vraiment un acteur plus grand, qui bouffait tout le monde à l'écran. Ouais, on peut le dire. Dans les années 50, donc il fait pas mal de théâtre. En 1958, il tourne il joue dans une pièce de Jean Cocteau. Après ça, après ça, il se fait remarquer. Il joue beaucoup avec des réalisateurs nobles du cinéma italien, pas les cinéastes dont on va vous parler après, qui sont pas considérés, enfin qui aujourd'hui sont mieux considérés, mais qui à l'époque étaient considérés vraiment comme des réalisateurs commerciaux et vulgaires. Lui, il joue donc dans le théâtre dans le cinéma de Bologna et des œuvres qui se rapprochent plus d'une certaine nouvelle vague italienne. C'est en 1966 que sa carrière décolle vraiment après avoir joué avec Solima dans Colorado, dont on reparlera tout à l'heure. Il joue pour la première fois le rôle de Cuccio, qui reprendra après dans un film qui n'est pas une suite direct, mais qui est un film affilié au Colorado de Solima. Après ça, il reprendra souvent, comme on disait, ce rôle de péon mexicain, le héros du peuple. Ça le rendra extrêmement populaire. Exactement, donc c'est quelqu'un qui représente vraiment le peuple, qui joue toujours le personnage qui n'est pas le plus riche, le plus malin, mais qui arrive toujours à s'en sortir avec la débrouille, avec le bon sens, et qui parfois, il joue souvent des personnages borderline quand même. Clairement. Il est aussi... Et jamais tout propre, quoi. Au propre comme au figuré d'ailleurs. Exactement. Il arrive quand même dans Colorado à éclipser Lee Van Cleef, mais tu en parleras tout à l'heure. Après Colorado, donc de Solima, il enchaîne, donc ça devient une figure du western spaghetti. Zapatiste. Western spaghetti. C'est un sous-genre en fait dans le western italien. Exactement. C'est un sous-genre. À tendance mexicaine. Révolutionnaire. Révolutionnaire, exactement. Donc il enchaîne sur Tire encore si tu peux de Giulio Questi, magnifique film à la frontière du fantastique, très très violent, très très hardcore de Giulio Questi en 67. Le dernier face à face de Solima en 67. Extraordinaire film. Saludo Sombre, encore de Solima. Suite de Colorado en 68, Tepepa, 3 pour un massacre de Giulio Petroni en 69, Compañeros de Sergio Corbucci, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est extraordinaire aussi, en 70, et 4 de l'Apocalypse de Lucio Fulci. Il fallait bien qu'on parle de Lucio Fulci. 4 dans lesquels il joue Chaco, un personnage complètement monstrueux. J'ai jamais vu ce film encore. Moi j'aime beaucoup ce film-là. Il est mythique parce qu'il est extrêmement sombre aussi. Très sombre, très psychédélique, un peu à la frontière de ce que faisait Jodorowsky à l'époque. Il a joué aussi dans plein d'autres westerns, hein, mais là on vous cite celui-là. Il retournera d'ailleurs avec Fulci. Il avait déjà tourné avec Fulci en 72 dans la longue nuit de l'exorcisme. Oui.
dont je vais vous parler aussi tout à l'heure. Et à la fin des années 70, au milieu des années 70, quand le western italien commence un peu à baisser de rythme après toute une série de westerns très hardcore et qui s'oriente petit à petit vers la comédie plus. Comme souvent, chaque genre, chaque fois, voilà. ça finit par glisser. Quand le western commence à baisser un peu, c'est le poliziotesco qui reprend la suite dans le cœur des Italiens et de l'audience populaire italienne. Qui colle du coup plus à la période. À l'actualité aussi. Le poliziotesco, c'est quoi? C'est le film... Les années de plomb. Police, le film policier, mais plus vénère quand même. Extrêmement. Et donc ça devient une figure du poliziotesco. Il va jouer beaucoup avec Umberto Lenzi. Il va jouer du coup dans Brigade Spéciale, dans La Rançon de la peur de film aussi. Dont on va parler après. Il va jouer beaucoup de mecs complètement ravagés du crâne. Des psychopathes, et souvent aussi des gouailleurs, des mecs, des Romains très gouailleurs, des personnages vraiment très populaires. Et il va reprendre aussi, souvent et d'ailleurs bizarrement, en tant que malfrat, ça sera le héros du film, ce qui est vraiment un truc typique du poliziotesco en l'occurrence. Et du western italien, mine de rien aussi. Voilà, il devient très très populaire dans ce style-là. Et après, à la fin des années 70, il va incarner un personnage qui s'appelle Nico Giraldi, une espèce de serpico italien avec une permanente, sur 11 films. Ah ouais. 11 films, il va jouer ce personnage. J'en ai vu aucun, pour être franc avec toi. Eh ben, moi j'en ai vu 2, dont Flick Engine. Très dur pour dire. C'est quoi Flick Engine, c'est le premier. Flick Engine. Ouais, c'est le premier qui a été réalisé par Bruno Corbucci. Après la suite, c'était quoi? C'est Flick en basket? C'est ça, Flick en slip. Il y a eu tout. Donc c'était des comédies quand même. C'est des films policiers comiques. Après ça, il va aller aux États-Unis. Il va tourner avec des grands réalisateurs américains. Il va tourner avec Spielberg. Il va tourner avec Abel Ferrara, avec Soderbergh, avec Oliver Stone, avec James Gray dans The Yard. Et il va tourner jusqu'en 2014 quand même. Oui, donc il a encore quelques années avant sa mort. 3 ans avant. Et il est décédé à Miami, dans sa maison. Miami. Okay. Et donc voilà, un immense acteur, vraiment un mec qui, en face duquel les autres acteurs avaient beaucoup de mal à s'imposer, parce que c'est un mec qui a un tel charisme à l'écran, qui a une telle présence. Ça. On va un peu le répéter, en tout cas, moi personnellement, je vais le répéter à chaque fois, quasiment à chaque film, parce qu'à chaque fois, il était mis en duo avec un autre acteur. Et souvent, il y avait tendance, malgré lui, c'était pas non plus à le bouffer, malgré lui. Et des grands acteurs. Ouais, des grands acteurs, ils finissaient par les bouffer. Voilà, ce qui arrive du coup dans le film Brigade Spéciale, que tu viens de nommer. Lenzi. Réalisé par Lenzi. Lenzi, qui est un des plus grands réals du poliziotesco. Je vais y arriver. Voilà, celui-ci, donc... Roma a mano armata. Maintenant, quand on parlera en italien, ce sera toujours toi qui diras les trucs que... Le bouillon Omega, j'y arrive toujours pas. Donc, réalisé par Umberto Lenzi en 1976. C'est pas forcément pour se considérer comme l'un des plus grands films italiens ou autres, mais pour moi, il compte beaucoup parce que grâce à ce film, j'ai découvert 2 choses. Le poliziotesco et surtout Thomas Milian. C'était, celui-là en fait il est sorti chez Neo Publishing à l'époque dans un triple coffret où il y avait du coup 3 films de ce genre, dont Roma a mano armata et l'autre film dont on va nous parler tout à l'heure, Gilles. Tout à fait. Et un autre film dans lequel n'était pas Thomas Milian. Et donc ce film-là compte beaucoup pour moi et je l'ai revu du coup pour cette émission. Et ce qui m'a beaucoup marqué, mine de rien, alors que c'est dingue, parce que pour moi c'est vraiment ce film-là qui m'a fait découvrir Thomas Milian, c'est qu'il est extrêmement peu présent dans le film. J'avais oublié à quel point il était très peu présent. Ouais. Parce qu'il joue en même temps avec Maurizio Merli. Là, pour le coup, c'est un nom un peu moins connu, bien moins connu, même autant le dire, que Thomas Milian, qui joue normalement le personnage principal, le rôle principal, qui est une sorte d'inspecteur Harry italien, comme souvent on retrouve dans les poliziotesco. À moustache, comme le voulait l'époque. Et donc, il joue un peu ce type de personnage où il se fait évidemment engueuler par ses chefs, parce qu'il est trop violent, parce qu'il est à la limite de la loi, et parce que quand on nous montre pendant tout le film, la société est extrêmement violente. Donc, ce sont des films un peu limites au niveau moral. C'est extrêmement limite. Après, ces films-là tapaient sur un peu tout le monde dans ce film-là, que ce soit sur un bourgeois violeur, que ce soit
un mec plus du peuple qui est évidemment joué par Thomas Millian, qui joue le rôle d'un boucher, on le voit au début du film éventrer je ne sais plus quelle bête. Et donc il est joué par Thomas Millian, son personnage s'appelle Vincenzo Moretto, plus communément connu sous son pseudo le Bossu, parce que El Gobo, voilà, merci. Et donc, du coup, tout le long, il est comme ça, il a une allure pas possible. Là, on parle parfois avec Gilles de caractérisation des personnages, des designs de personnages. On le voit très bien, là, on le voit un peu là-dessus. Avec son écharpe. Et tout. Il a un look pas possible. Il est habillé n'importe comment, mais en même temps, il a un look incroyable, face justement à ce commissaire qui a son impair habituel, classique. Donc, ils ont une façon de jouer extrêmement différente, tous les deux. Ouais. Comme souvent, encore une fois, avec Thomas Millian, qui a tendance à beaucoup extérioriser, à toujours un peu à la limite du surjeu, voire dans le surjeu parfois. Alors que notre personnage, qui est joué par Maurizio Merli, est plus en retrait, même s'il est tout le temps explosif, il est tout le temps plein de colère, même vis-à-vis de sa petite amie, vis-à-vis de tout le monde, il est toujours extrêmement en colère. Et le film est réalisé par Lenzi, qui était un peu vraiment le maître du genre, en gros, quasiment. Ouais, il a essayé, un des maîtres du genre, il a essayé de s'attaquer à d'autres genres avec moins de réussite. Et là, donc, le film est extrêmement dynamique, et en plus, c'est souligné par la BO vraiment typiquement américaine. Donc, on doit à Franco Michalizzi. Très très bon, une musique un peu funk et tout. Vraiment top, qui rythme bien les poursuites. Et ce qui est marrant dans ce film-là, c'est que du coup, ils enchaînent plein de cas différents justement de viol, de vol, de drogue, tout ce que vous voulez. Et tout est extrêmement découlu, qu'en fait, il n'y a aucun lien entre eux, si ce n'est l'inspecteur, qui est toujours là au moment quand il faut... mais ça, c'est un truc de malade. Et ça, c'est il y a quand même des incohérences dans le film. Immense. Des trucs, c'est improbable, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que ils l'ont intégré dans l'histoire, parce qu'à un moment, t'as ses collègues qui lui disent mais t'es tout le temps là. Le mec il est en bagnole et le seul coup il croise une nana qui est en train de se faire braquer par un mec et il descend, bien sûr il lui marave la gueule. Ah bah dis non, justement je te cherchais, viens il faut que tu viennes au commissariat machin. Bah dis non, t'es tout le temps là où il faut toi. Donc c'est ça tout le long, mais limite on s'en fout parce que c'est extrêmement dynamique. Et il y a quand même ce fil rouge avec ce gang de Marseillais, je crois qu'ils appellent ça les gangs des Marseillais, et avec le bossu qu'on retrouve par petite intermittence, qui est présenté comme un mec normal, mais qui au bout du compte est un psychopathe absolu. Et ce personnage, on le retrouve dans un autre film, qui s'appelle du coup... qui est la bande d'Il Gobo. Ouais, merci. Qui est une suite préquelle. Une préquelle, En tout cas, on retrouve le même personnage, et donc ce film, c'est un gros bordel, et ce qui est fou, encore une fois, c'est que Thomas Millian bouffe tout le monde. Voilà. Donc, voilà en gros pour Brigade Spéciale. Et puis, Gilles va pouvoir représenter, du coup, un autre film de Thomas Millian, un autre style, je crois. Ah oui, moi, je vais vous parler de Compañeros. Merci Gilles, parce qu'en fait je connaissais pas ce film, il me l'a fait découvrir et Compañeros, quel bonheur. Vamos a matar Compañeros. Encore, comme on disait tout à l'heure, un film, un western zapatiste. Alors, un film qui date de 70 et qui est un film de Sergio Corbucci. Alors, on dirait pas, parce que Corbucci, on le connaît pour Django, on le connaît pour Le Grand Silence, film très noir du western spaghetti, surtout Le Grand Silence pour nous parce que c'est quoi. C'est des films très noirs, des films très sombres et très durs. Là, avec Compañeros, qui fait partie d'une trilogie mexicaine pour Corbucci, on est dans un territoire complètement différent. Compañeros, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Vasco, qui est incarné par Thomas Millian, qui est un paysan, un mec qui cire les pompes, un cireur de chaussures. Qui se fait embringuer dans une révolution, qui devient le pote d'un général qui est complètement mégalomane, et qui lui donne pour objectif d'aller retrouver son adversaire, qui fait partie d'une autre faction et qui a les clés d'un coffre qui renferme de l'argent. Sur le chemin de ce paysan qui s'appelle Vasco, on croise Jodlaf Peterson, le pingouin, le suédois, le pingouin, qui est incarné par Franco Nero à merveille d'ailleurs, et qui est un vendeur d'armes, un mercenaire, qui lui va accompagner Vasco dans cette odyssée. Alors on est typiquement dans le buddy movie de base, c'est-à-dire que les mecs sont à l'opposé, ils ne peuvent pas s'encadrer, et finalement
finalement, au fur et à mesure du film, bon, ils vont quand même trouver un terrain d'entente parce que finalement, ils ont chacun leur petite noblesse et ils ont chacun un code moral quand même. Et c'est un film qui est fantastique. C'est vraiment un film fantastique. C'est extrêmement joué, en fait. Voilà, c'est un film qui est généreux, c'est un film qui est dynamique, qui est drôle, qui part en couille dans tous les sens. C'est vraiment très très généreux. On trouve des figures classiques du cinéma de Corbucci. Il y a vraiment de l'autocitation. Oui, il y a des clins d'œil qui font plaisir. On vous les laissera découvrir pour ceux qui connaissent déjà Django. Ouais, voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le cinéma de Corbucci, il y a vraiment des petites citations. Mais on est dans quelque chose qui est vraiment très très généreux. Alors comme je disais avant, il y avait eu Django, il y avait eu Navarro Joe de Corbucci. Là, il part dans quelque chose de complètement fou, à la limite du cartoon, la BD des fois, parce que les personnages, encore une fois, ont un design très poussé. El Vasco, le pingouin, quoi. El Vasco, c'est plus un Che Guevara, on va dire, c'est le mec du peuple, encore une fois. Le pingouin, il est tiré à 4 épingles, il est en costard, il est super tout propre, blanc au milieu de tous les Mexicains qui sont du coup tous un peu crades et tout, et lui, il arrive tout blanc, immaculé. Super, comment dire, il arrive dans un western spaghetti, mais il est très 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 raffiné. C'est un extraterrestre en fait, il débarque. Exactement, il est très drôle, Franco Nero en l'occurrence. Oui, je l'ai connu notamment que par Django, et limite on le reconnaît pas parce qu'il a un look pas possible aussi. Il est génial. Et Jack Palance qui joue un bad guy génial. Excellent bad guy, vraiment. Avec un faucon, qui a une histoire, un look pas possible. Il a une main en bois parce que son faucon, il a été crucifié par Franco Nero, qui est son ancien collègue, et son faucon lui a bouffé la main pour se libérer. C'est génial, mais le scénario est formidable. Ouais, le scénario est super, et puis on s'ennuie pas une seconde, c'est vraiment un super film. Donc si vous voulez voir si vous voulez peut-être commencer Corbucci, peut-être par là, parce que c'est plus accessible que ses autres films. Ouais. Et puis voilà, c'est vraiment que du fun, c'est très très drôle, c'est très bien fait, puis c'est intelligent aussi, et ça a beaucoup de cœur. Donc voilà, Compañeros. Et donc là, du coup, on enchaîne avec un autre film. Là, plutôt un western italien plus classique, là pour le coup, Colorado. Ah ouais. Vraiment plus classique, où on suit d'ailleurs un acteur classique du genre, c'était Lee Van Cleef. Ouais. Et un réalisateur pas classique du genre, parce que finalement, faut pas oublier, c'est que Sergio Solima a réalisé que 3 westerns, finalement. Il a réalisé premièrement Colorado. Ensuite, il a enchaîné sur Faccia a Faccia, donc je vous parlais tout à l'heure. Immense Faccia. Et Colorado est déjà extrêmement bien, donc il a réalisé Colorado en 1966. Scénario par pas n'importe qui, s'il vous plaît, d'où le fait que ces films-là sont extrêmement bien scénarisés. Sergio Donati, il a scénarisé justement Faccia, qui a déjà un scénario incroyable, mais il a aussi travaillé avec Léon. Donc il a scénarisé ne serait-ce que quelques films comme Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution. Ouais. Donc des putains de scénarios incroyables. Et après il y a Solima aussi qui a mis sa patte au niveau du scénario, ce qui causera aussi des petites tensions entre Solima et Donati. Parce que c'était un mec de gauche, franchement à gauche. Ah oui, clairement, c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, on le sent déjà dans Colorado et on le sent encore après dans Faccia. Et c'est clairement de gauche, et c'est vrai que justement c'est ça que Donati il disait, mais au fur et à mesure de sa filmo de western chez Solima, il essaie de pousser de plus en plus là-dessus jusqu'à son 3e film, jusqu'à Faccia où c'était limite un divorce pour les deux, pour le réalisateur et le scénariste. Et donc pour revenir au film, donc il y a Lee Van Cleef qui joue une sorte de mercenaire qui s'appelle Jonathan avec son surnom Colorado Corbett, donc on entend toujours Corbett avec l'accent italien. Et il y a aussi Manuel Cochillo, croyez-moi Cochillo, vous allez vous en souvenir du Cochillo Sanchez, évidemment joué par Thomas Milian. Et donc, on offre, au début du film, on voit déjà Van Cleef dans ses œuvres. Donc on a la scène classique de duel extrêmement exagérée, extrêmement fun. Et ensuite, on permet au personnage de Lee Van Cleef de se présenter aux élections sénatoriales, et sous condition qu'il soutienne un projet de chemin de fer qui était extrêmement important à l'époque. Mais en même temps, il apprend aussi un cas d'un Mexicain qui aurait attaqué, violé et tué une gamine de 12 ans. Donc évidemment, Van Cleef, le héros classique de western, se dit je vais mettre de côté tout ça, je vais m'attaquer, je vais essayer de le trouver. Et évidemment, ce personnage-là, ce Mexicain, est évidemment joué par Thomas Milian.
Et donc, on aborde ce personnage en apprenant, en ayant en tête que c'est un personnage absolument horrible. Pourtant, il joue de manière extrêmement humaine, ce personnage. Donc, ce qui interpelle un petit peu et qui le rend un peu attachant, alors qu'en même temps, on le déteste totalement, il nous insupporte. Et Spécialiste des couteaux. ouais, Cuchillo. Cochillo, justement, Cochillo, c'est ça. Et c'est un très 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 bon film. C'est le deuxième film, en gros, pour moi, qui m'a permis de vraiment découvrir comme il faut Thomas Semilian, avec ce personnage très intéressant qui reviendra dans le troisième western de Solima qui s'appelle Saludos Hombre, qui est bien, mais qui est dans les 3 westerns réalisés par Solima, c'est le plus faible. Il est bien, mais il est Plus classique, quoi, on va dire. classique, ouais, voilà. Et donc, pour revenir à Colorado, il est absolument somptueux, mis en valeur par le Blu-ray sorti de chez Wildside, que vous pouvez trouver plus facilement pour pas cher. Il est encore dispo, il est souvent en promo chez Amazon ou autre. Là, pour le coup, vous voyez, contrairement, mettons, à l'édition de Phantom of the Paradise dont je parlais dans l'épisode d'avant, là, c'est pareil. Ça j'aime bien, ça, c'est que on a le petit bouquin qu'on peut emmener avec nous n'importe où, et là, vous avez les 2 disques de l'édition. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est une jolie édition. C'est assez particulier comme visuel, tu vois, c'est assez fluo et tout, mais c'est en ça va bien. Hein. Ouais. Ça fait un peu livre à l'ancienne, tu sais, Ouais. Ah oui, t'as raison. les petits bouquins pulp un peu là. Et donc il n'y a pas beaucoup de bonus, il y a uniquement l'interview du scénariste, mais l'interview est super intéressante. Et il y a du coup son bouquin qui est vraiment très très bien. 128 pages. Ouais, qui parle pas que de Colorado du coup, qui parle un peu de la filmo de Solima et de Milian. Et donc le film est somptueux, la copie est incroyable. Elle est sublime, elle est parfaite. Il y a un plan ou 2, c'est tout, mais sinon c'est parfait. Scénario extrêmement intelligent. Et comme souvent, le sel de ce film, c'est la confrontation entre 2 personnages. Entre eux, encore une fois, Thomas Milian qui est extrêmement... qui met toujours un peu la limite du surjeu, et qui en impose beaucoup, qui est extrêmement présent. Et un Lee Van Cleef plus en retrait, plus sobre, et qui, mine de rien, encore une fois, vous voyez... qui est sur l'affiche, c'est Lee Van Cleef, c'était la star du film, et finalement, il s'est fait ronger un peu ça par un Thomas Milian, encore une fois humble, mais tellement bon, tellement fort dans son rôle. Généreux, encore une fois, ouais. Et du coup, il bouffe un peu son rôle, même si je trouve que il se complète très bien. Et la BO du film qui est formidable, j'en parle à la fin de l'émission. Voilà, donc un peu tout ce que j'ai à dire pour ce film. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Pareil, un très bon film pour découvrir le cinéma italien, le western italien, en dehors du cinéma de Léon. Qui est extraordinaire. Parce que tout à l'heure on vous a parlé de Corbucci, là on parle de Solima. Donc il y a eu les 3 Sergio, Leone, Corbucci, Solima, les 3 plus grands réalisateurs de western italien. 3 styles très différents. Donc au passage, si je peux vous conseiller, allez voir les trois films de ces 3 réalisateurs-là. Voilà tout pour ce que j'ai à dire pour ce western-là. Toi, tu vas parler d'un autre genre, du coup. J'étais sur quoi Ah oui, sur la longue vie d'exorcisme, c'est ça? Voilà. Très bien. Ça. Oui, effectivement, là on est dans un autre registre. C'est un film de Lucio Fulci qui date de 1972. La longue vie de l'exorcisme. Alors, je l'ai pris. Alors, c'est pas le plus grand rôle de Milian, en l'occurrence. Milian joue un rôle plutôt modeste à l'intérieur, mais c'est un film que j'aime beaucoup, parce que c'est l'un des meilleurs Fulci pour moi, et Fulci lui-même le considérait comme l'un de ses meilleurs films. Alors, la longue vie de l'exorcisme, non si servizia un paperino, ça veut dire... alors, nous, on l'a appelé la longue vie de l'exorcisme. Évidemment, ça n'a rien à voir comme d'habitude, une longue nuit, et ça reste pas avant une longue nuit. Ouais, de l'exorcisme, il y a rien Voilà, il y a pas d'exorcisme dans le film, on ne sait pas. Non si servizia un paperino, ça veut dire ne torturez pas un caneton. Donc, on se dit... Il y a des films, il y a des mouches. En fait, c'est vraiment l'époque où ils mettaient toujours des animaux, des insectes dans les titres. Exactement. Les gialli, c'était ça à l'époque. Un film donc avec donc Thomas Milian qui joue un journaliste qui arrive dans un bled dans lequel on tue des enfants. Donc tout le but du film, c'est de savoir qui tue les enfants. Et la force de ce film-là, c'est que contrairement à plein de giallo qui jouent sur la surmise en scène des meurtres et sur le côté très opératique, là, Fulci choisit justement
comme c'est un sujet sensible, de ne pas montrer les meurtres. Et pour le coup, là, venant d'un Fulci qui en montre toujours beaucoup. Exactement. Beaucoup. Lui qui est connu comme C'est étant étonnant. le pape de la bidoche. Ouais. Là, il est vraiment dans une espèce de restriction. C'est très original aussi parce que on n'est pas dans un contexte urbain, on est dans la campagne italienne. Et tout le film joue justement sur la rumeur, les colibets, le mysticisme, le manque de communication entre les gens qui viennent de la ville et les gens qui sont plutôt des ruraux, la diabolisation de la femme et la diabolisation de la femme dans ce qu'on comprend pas d'elle et dans comment on la pointe du doigt si elle vit pas comme on voudrait qu'elle vive, parce que bon, faut vraiment qu'elle vive comme ça, sinon, tu vois, voilà. Et vraiment une certaine mentalité aussi italienne de l'époque, j'imagine. Et un film qui est vraiment tout alors, j'allais dire en restriction, ça reste du Fulci, hein, attention. Hein, Oui, il y a des... il peut pas s'empêcher. Ouais, il y a quand même des moments où on est dans On est là pour ça aussi. Voilà, on est quand même dans une certaine violence dans certains moments. Mais c'est un film qui est maîtrisé parce que alors il y a des effets très Fulciens, il y a du zoom violent, il y a du split diopter shot. C'est le roi du zoom gratuit. Exactement. Si vous aviez vu le pilote. Et vraiment, une Florida Balkan qui est magnifique. Barbara Boucher aussi qui est géniale. Alors, Florida Balkan, comme d'habitude, qui est juste extraordinaire, qui est une déesse qui avait déjà joué en 71 dans Le Venin de la peur de Fulci, qui est un excellent giallo aussi. Une musique de Riz Ortolani qui est extraordinaire. Emilian qui est là. Bon, après, il fait le boulot. Mais c'est un très bon film. C'est vraiment aussi parce que c'est un acteur qui savait s'effacer à certains moments. Là, il joue vraiment. Encore une fois, très humble. Voilà. Là, il joue vraiment au service du film. Il est très sobre. Il joue un journaliste. C'est lui un peu l'œil du public en fait dans ce film-là. Et je trouve que c'est un film qui est très 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 maîtrisé et qui peut surprendre même pour les gens qui connaissent Fulci par The Beyond. Oui, il est à part. City of the Living Il est Dead, vraiment à part par rapport à ce qu'on connaît de lui. Voilà. Donc je vous le conseille. On en parle tout à l'heure. J'allais dire, oui, on vous parlera à la fin de petite liste de films. Des films quand ils sortiront, parce qu'il va bientôt sortir dans une très très belle édition apparemment. Mais un très très bon film. Paraît-il. Assez loin de Bava, de Argento et de Martino et tout ça, mais vraiment à voir. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, là, on revient, vous allez voir, on parle pas mal de western, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est un peu son genre. Hein, ouais, puis c'est quand même, enfin, moi, je trouve quand même que c'est le genre dans lequel il a fait ses meilleurs films, quoi. Oui, je trouve. Ouais, franchement, non, t'as raison, c'est vrai. Parce que les Politesco, c'était sympathique, mais c'était jamais d'un niveau d'un Faccia justement. Faccia, dont je vais parler maintenant, là, qui est incroyable, on se l'est vu là, que j'ai vu, moi, il y a quelques années, et que j'ai revu, du coup, avec que j'avais Gilles. jamais vu, moi, que j'ai adoré. Vraiment. Ouais, j'avais vraiment hâte de te le montrer. Malheureusement, là, on peut le dire clairement, le film n'est pas édité chez nous. Là, je l'ai vu parce qu'il est passé sur une chaîne de Canal+, je sais plus laquelle, OCS, dans une version longue en plus. Et heureusement, merci beaucoup à eux parce que j'avais été très marqué par le film en le voyant à l'époque et le revoir en plus avec toi, ça m'a foutu encore une claque. Et donc c'est le deuxième western réalisé par Sollima, du coup après Colorado, parce que Colorado il l'avait réalisé en 66, donc un an après, vous imaginez, seulement un an après il nous sort ce film-là, deux gros morceaux quoi. Encore une fois co-scénarisé avec Sergio Donati. Donc là c'est un peu le film, si j'ai bien compris, un peu le film du divorce, parce que clairement Sollima voulait vraiment mettre sa patte et souligner un peu sa vision de la société politique de gauche. C'est vrai que ça se sent vraiment bien dans le scénario, dans le développement. Mais ça ne flingue pas le film en rien du tout. Au contraire, ça lui donne vraiment une grande force. Et donc là, souvent on parle de Milian qui bouffe un peu son binôme, on va dire, qui prend la place, malgré lui, son binôme. Là, je trouve que c'est moins le cas dans celui-là, parce que, pourquoi ? Contrairement justement avec le Politesco dont je parlais tout à l'heure, là, il a vraiment un grand acteur en face de lui, qui a droit à un très beau personnage, un très beau rôle, extrêmement beau. Enfin, qui est quand même le centre du film, en l'occurrence. Mine de rien. Et donc du coup, il y a Thomas Milian qui joue le rôle de Solomon Beauregard, qui s'appelle vraiment Beauregard comme ça. Beau, il s'appelle Beau, ouais. En français dans le texte, comme on dit, Solomon Bennett, Mr. Bennett, comme il disait aussi à chaque fois. Et du coup, il y a Gian Maria Volonte, immense. Extraordinaire. Le rôle lui colle à la peau parce qu'il joue le rôle d'un professeur, Brett Fletcher, voilà, merci, j'allais le dire. Au professore. Mais en plus, on se moque parfois bêtement, on exagère un peu sur le. Mais ça fait partie aussi, c'est le charme de ces films-là. Ça fait partie du charme. Moi,
ce cinéma bis italien m'a fait découvrir et aimer cette langue. Vraiment, j'ai un vrai plaisir. Quand je regarde des films bis, pas en italien, je regarde en anglais ou en français. L'italien me manque vraiment, je vous assure. Et donc, du coup, ce professeur, donc il est malade au début du film, il décide de prendre sa retraite et de s'en aller au Texas. Sauf qu'il croise Thomas Millian, qui le prend en otage pour pouvoir se défendre. Et évidemment, comme souvent dans les films italiens, dans différents genres, hein, comme on en parlait tout à l'heure, même s'ils sont extrêmement différents, parce que le personnage de Volonté est extrêmement cultivé, c'est un professeur, humaniste, une belle vision de la société, mais qui est vachement en retrait, qui ne vit pas sa vie finalement, face à un Thomas Millian, qui est un brigand, qui vit vraiment sa vie, qui profite vraiment de la vie. Et qui est en position de faiblesse quand il le rencontre. Oui, parce que du coup, là, il est blessé et c'est Volonté qui va du coup le soigner. Ouais. Et ils vont se retrouver dans une cabane, ils vont vivre, voilà, et ils vont se lier d'amitié. Une amitié vraiment très particulière, comme souvent, encore une fois, qu'on trouve dans le cinéma italien. Et ils vont se nourrir l'un l'autre, en fait. Ouais. L'humanité va transparaître sur le personnage de Milian. Et la force, la vigueur de Milian, justement, va influencer Volonté. Et vous verrez, du coup, il y a comme une sorte de croisement. Et c'est extrêmement passionnant parce que le film, on voit l'évolution des deux personnages en parallèle. Ils se croisent, en fait, en gros. Vous verrez bien. Et c'est extrêmement passionnant. On pense... T'avais fait la référence, j'en parlerai pas, mais on pense même à des séries de maintenant et on s'est dit waouh, on pense à ça. Voilà. Ouais, c'est un film qui est très avant-gardiste. Hein, très dans le extrêmement. propos, n'oubliez pas, il y a 1967, il a exactement 50 ans le film, c'est incroyable et il n'a pas une ride. Et le scénario est extrêmement bien écrit. La structure du film. La structure est géniale, on s'ennuie pas. Ouais. Parce qu'en plus, pour un western italien, ce qui est surprenant, c'est que finalement, les fusillades ont très peu d'importance. Elles sont là uniquement parce qu'il le faut pour faire avancer l'histoire. Et ce qui est le plus important, c'est l'histoire qui évolue, les personnages, les dialogues. Et on ne s'ennuie pas parce que c'est extrêmement rythmé, même dans sa version longue. Et j'ai un énorme coup de cœur pour ce film. Il a pris directement sa place à côté pour moi des plus grands Léon, c'est vous dire, auprès des plus grands autres cinémas comme Corbucci, etc. Donc c'est vraiment extrêmement bon et que vous dire de plus. Encore une fois, c'est du côté la vision de gauche de Soliman, on le ressent encore plus dans ce film. Et voilà, que vous dire de plus. Essayez de le voir, essayez de le trouver. J'espère, je croise tout ce que je peux croiser pour qu'il sorte en Blu-ray chez nous. Ça serait génial. Il mérite vraiment d'avoir une belle copie, une belle édition comme a eu Colorado, peut-être par un petit éditeur chez nous, ce serait vraiment très bien. Ouais, ce serait génial. Il mérite d'être vu parce que c'est un chef-d'œuvre absolu et qui nous montre encore plus le talent immense de Thomas Millian notamment. Tout à fait. Voilà. Je termine. Termine. Alors moi, je vais revenir au Politotesco avec un autre film de Umberto Lenzi qui s'appelle La rançon de la peur. Milano odia, la polizia non può sparare, ça veut dire... Wow, ça veut dire la police ne peut pas dégainer en fait. Alors on est encore dans du bourrinage. Hein. On est encore dans un policier qui est très hardcore. Là, je pense que c'est même encore pire. Ah, il est extrêmement dans mes souvenirs. Ouais. Il m'a vraiment choqué. Il est très 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 dur. Mais il y a dedans d'une cruauté. Exactement. Et effroyable. C'est un film de 74. Là, il joue Giulio Sacchi. C'est un mec, en fait, Giulio Sacchi, dans ce film qui est tellement hardcore que personne ne l'accepte, même dans la criminalité. Il ne trouve pas sa place parce qu'il est complètement à la ramasse, quoi. Parce qu'il est complètement barré. Il est tellement violent, un psychopathe pur et dur. C'est vraiment un taré. Ce qui est génial avec ce film, c'est l'interprétation de Thomas Millian et comment il arrive d'un personnage qui est extrême et qui pourrait être lassant finalement, comment il arrive à marquer une progression dans son interprétation. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien marteler son truc, le surjouer dès le début, mais même s'il est dans le surjeu, mais il arrive à graduer le surjeu. Il le gère bien en fait. Et c'est un truc qui est complètement dingue. Il y a toutes les aberrations et tous les excès dans ce film. C'est un film de l'excès, c'est un film de trop de violence, c'est un film qui est amoral, c'est un film qui... Encore une fois, souvent ces films-là sont taxés de fascisme. Oui, c'est plus des films nihilistes et anarchistes en fait. Ce sont des films qui ont été conspués par la critique. Ils n'ont jamais été appréciés par la critique italienne. Jamais. Mais ils ont toujours bien marché par contre. Et particulièrement celui-là a bien marché. Il est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs meilleur que le Politotesco que j'ai présenté moi. Donc ça reste quand même
c'est quand même un très très bon film. Enfin, il faut aimer ce style évidemment parce que ça charcle. Hein. Ouais. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas un seul personnage C'est très qui dur, croise hein. la route de Saki qui ne crève pas. En Ouais, l'occurrence. ouais. Et il est à l'opposé d'un personnage qui est joué par Henry Silva, qui était habitué lui à jouer les bad guys à l'époque, qui a un visage vraiment très particulier. Ah oui. Qui dégage aussi quelque chose de très très fort et qui joue une espèce, encore une fois, d'inspecteur Harry, Oui, minéral, un mec qui est vraiment dedans aussi, qui joue le commissaire Walter Grandi et qui est vraiment un personnage qui fait le contrepoint avec Saki, qui est vraiment très calme, très très pondéré, mais comme disait Geoffrey tout à l'heure, c'est un peu le schéma qu'on retrouve dans tous ces films-là. C'est un mec qui ne sait pas comment gérer, quoi. Il a en face de lui un mec qui n'a pas de limite, qui n'a pas de morale, qui n'a pas de logique même dans ce qu'il fait et qui a juste pour objectif, là pour vous dire le but du film quand même, l'histoire du film, c'est que Saki se dit, bah moi je prends déjà assez de risques comme ça à voler, si je dois voler je vais kidnapper la fille d'un grand patron, je vais la séquestrer, je vais demander une rançon et on va aller au bout du truc. Et en fait, extrêmement dur. Ouais, voilà. Et c'est très très vénère. Un Milian qui est complètement survolté et qui pourtant, et même les gens, hein, on voit dans l'édition, il y a des interviews d'autres acteurs et les autres acteurs disaient qu'ils apprenaient énormément de lui. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et qui leur expliquait comment interpréter les personnages et qui leur donnait confiance aussi. Et c'était un peu le parrain de tous ces gens-là et tout le monde le respectait énormément sur le tournage. C'est le premier film qu'il a tourné avec Umberto Lenzi. D'accord, qui est sorti avant le film dont j'ai parlé. Et ils avaient vraiment une relation très compliquée tous les deux, amour-haine. Et pourtant ils ont tourné. Ils ont tourné 7 films ensemble après celui-là. Ouais. Et donc ils ont continué à bosser ensemble, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Et on comprend aussi en voyant le film, parce que c'est quand même des films qui sont très tendus. Et, c'est pas Compagnie Rose, quoi. Hein. Et puis il faut dire aussi que des mecs comme Milian, ils mettaient aussi c'était pas n'importe qui. Après ce qu'il avait fait là, ils se mettaient aussi en avant, ils se mettaient aussi en danger. Et c'est un film qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Ernesto Gastaldi, qui est juste un monument du cinéma genre italien. Il avait fait Le corps et le fouet de Bava, L'effroyable secret du docteur Hitchcock de Freda, L'étrange vie de Madame Ward de Martino, de Sergio Martino. Il avait fait Torso aussi de Sergio Martino. Et il avait même aussi participé à l'écriture d'Il était une fois en Amérique, parce qu'il y avait 6 scénaristes qui sont passés sur le film. Oui, tu m'étonnes, vu le monument. Ouais, un film de psychopathe, un film complètement dingue. Je dirais que je suis un peu sceptique sur la fin, bref. Mais sinon, le déroulé du film est génial. Un grand film si vous avez pas peur de regarder quelque chose d'un peu amoral, quoi. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est très particulier. Sinon, si vous voulez vraiment vous mettre un Milian doucement, passez d'abord par les westerns. Ouais, voilà. Bah, là, on a passé le truc en revue. C'est vraiment nos préférés. Ouais, c'est nos chouchous. C'est vraiment nos chouchous. On n'a pas choisi peut-être pas forcément ses meilleurs, on sait pas. Mais c'est vraiment des films qui comptent pour nous pour une raison ou pour une autre et qui pour nous montrent vraiment toute la palette de style de film qu'il a joué, le style de personnage qu'il a joué. Ouais. Et voilà. Donc déjà, Gilles vous a un peu énuméré déjà dans sa bio d'autres films dans lesquels il a joué. Là, moi, je peux vous enchaîner aussi sur des films qui sont sortis chez nous en vidéo. Donc il y a eu d'abord ces éditions-là, qui sont sorties depuis un moment chez Neo Publishing, qui ne sont plus disponibles en neuf, ou bien sauf si vous tombez sur des rares occasions comme moi. Et donc il y a eu La Rançon de la Peur dont j'ai parlé, il y a eu Brigade Spéciale, il y a eu Squadra Volante, il y a eu Le Clan des Pourris, et il y a eu L'Exécuteur de Vous Salue Bien. Donc parfois il y a de l'humour aussi dans ces polizioteschi, d'ailleurs du coup, c'est au pluriel. Il y a eu aussi chez Seven Set d'autres DVD, dont Saludos Hombre dont on parlait tout à l'heure. Sympa. Dont on parlait aussi Compañeros, en DVD là pour le coup en occasion. Pareil, hein, ce Compañeros mériterait aussi une belle édition Blu-ray. Ah ouais. Pardon. Ouais, mais c'est tellement. Et donc, du coup, il y a eu aussi le Blu-ray édité par Wildside, Colorado. Pour les films qui sont sortis récemment, il y a eu Tire encore si tu peux, de Giulio Costi, dont tu parlais tout à l'heure. Super film. Un western extrêmement particulier, évidemment, non plus, commencez pas par là non plus. Méga violent, super extrêmement sombre, noir. Ouais, Édité par Rimini Édition, que moi je connais pas personnellement, qui a pas un éditeur qui a une très très bonne réputation. Vous verrez, le visuel il est assez particulier. À l'origine, ils pompaient le visuel de Colorado, ils ont pris le corps de Lee Van Cleef, ils ont mis la tête de Milian dessus. Donc allez voir sur Google. Extrêmement limite. Je l'avais posté sur notre Twitter. Si vous êtes curieux, si vous le cherchez, je peux vous le refiler. Bon, après, à part ça, il paraît que l'édition est cool et que l'image est extrêmement belle, alors que apparemment, c'est dommage. J'ai expliqué, c'est que il y a très peu de masters de cette qualité-là pour ce film-là qui se trouve dans le monde. Donc, allez le voir quand même. Moi, en tout cas, je pense que je vais quand même le prendre malgré le visuel. Ensuite, il y a chez The Ecstasy of Films,
Il y a un film qui est sorti là, très récemment, extrêmement récemment, parce qu'en fait là, il sort demain quand on enregistre, donc il est déjà sorti, qui s'appelle Le cynique, l'infâme et le violent, qui est d'Umberto Lenzi aussi, un poliziesco aussi, évidemment, où il retrouve Maurizio Merli, mais avec aussi un certain John Saxon, dont on a déjà parlé, hein, vous vous souvenez? Un habitué. Ouais, le cirage, en vrai. Sirajman. Sirajman, ouais. Donc, il paraît que c'est très bien aussi. Je pense que vu le tease, ça doit être... je l'ai pas vu, hein, mais ça doit être plus léger. Ça doit être plus cool. Et ensuite, Gilles, tu nous en parlais tout à l'heure, La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, qui sort chez nos amis de Le Chat qui fume, fin mi-mai. Ouais, et, fin mai, ouais. Ouais, voilà. Et donc voilà, donc sans doute ça sera très bien. Ils ont déjà annoncé je ne sais plus combien d'heures de bonus. Donc voilà, ça sort bientôt. Génial. Voilà pour ce qui est de Thomas Millian en France. À ma connaissance, il n'y a pas plus. S'il y a plus, n'hésitez pas à venir nous voir, nous dire « Hé les mecs, vous auriez dû voir ce film-là, tel film-là, sorti en DVD, en Blu-ray, je ne sais où. » Évidemment. On prend les conseils. Ouais, on prend les conseils. Là, on s'est limité à la France. Évidemment, on sait très bien qu'il y a eu d'autres sorties en Angleterre, aux USA ou en Italie, évidemment aussi. Voilà pour ce qui est en tout cas de la présentation du film. On va terminer par un mini Scored to Death avec une sélection de deux musiques, de deux BO en tout cas. Ouais. Toi, là vous allez voir, on a choisi le même compositeur sans le faire exprès. Ouais. Mais comme on parlait pas mal de western, et évidemment le compositeur notamment du western, c'était Sergio Leone. Je suis fatigué. Ennio Morricone, je suis fatigué. Et là, pour le coup, c'était Bruno Nicolai qui était présenté comme le compositeur de la BO de Colorado. Et en fait, pour de vrai, c'est Ennio Morricone qui a écrit la musique qui a composé la musique de Colorado, je vais y arriver. Et notamment le thème extrêmement fort, extrêmement opératique de Colorado, la musique qui nous prend en trip, chantée par Maria Cristina Bonucci, qui s'appelle. Et c'est l'une des BO les plus marquantes, Colorado. C'est le genre de film que tu regardes, tu te dis le film il est incroyable et tout le long tu te dis qu'est-ce qu'elle est bien la BO. Et du coup là j'ai enchaîné, mais du coup Gilles, toi qu'est-ce que tu as gardé comme BO? Moi j'ai gardé la BO de Compañeros justement. Depuis tout à l'heure on parle, j'ai la BO de Compañeros en tête. Franchement elle est extraordinaire. J'ai hésité pas mal parce que celle de... Il y a beaucoup de... Celle de Tire encore si tu peux, elle est géniale aussi. Mais celle de Compañeros c'est super parce que c'est une musique de Morricone aussi. L'orchestre a été dirigé par Bruno Nicolai, ce qui était souvent le cas aussi. Ouais, c'est le cas aussi dans Colorado. Et la musique est extraordinaire, le thème est génial, mais aussi le thème de Franco Nero de Pingouin aussi est super, elle est sifflée et ça donne vraiment tout le ton léger du film, le côté très cool et le côté, même s'il y a de l'humour, hein, mais vraiment le côté un peu avec du recul du film quoi. Donc voilà, allez regarder, allez chercher ça et de toute façon en fond normalement vous devriez l'entendre. Oui, normalement, oui. C'est ça. Oui, on entend. Donc voilà, Thomas Millian, respect. Oui, respect. Tu vas manquer, ça c'est sûr. Tu vas nous manquer. Comme je disais, il y a des cinéastes qui m'ont fait aimer le cinéma italien, et lui, c'est l'acteur qui m'a fait aimer le cinéma italien. Donc, tu nous manques déjà, et on est super heureux et merci d'avoir partagé tout le grand cinéma auquel tu as participé. Voilà, les amis. Donc, on se voit dans un prochain épisode, peut-être. Alors là, c'est triste. Plus gai la prochaine fois. Et. Eh Olivier il pleure, c'est peut-être la fatigue aussi. Ouais, il pousse, il roule. Je vais m'endormir. Quelle enflure, putain. Voilà notre auditeur, une belle enflure. Et donc, on se retrouve dans un 3e épisode qui sera sans doute plus classique et plus enjoué. Ah ça va, on n'a pas non plus fait la gueule. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, ne pas oublier, il jouait toujours des rôles assez... Ah bah oui, plein de vie. Optimiste et exactement. Vivant. Voilà. Donc merci à Monsieur Millian et voilà. Et donc à un prochain épisode de Cheap Thrills. Je crois que j'ai mis des postillons sur la lentille. Salut les amis, à bientôt. Salut.